Ouais, voilà. Donc, du coup, je sais pas trop. Là, pour avoir. Ouais, je sais pas trop si je vais vous faire les. En fait, je ne pensais pas que je savais pas qui serait là. Alors, donc, on va voir. Hein, voilà. Il y a des diapos et on va voir ce qu'on en fait. Alors, hop. OK. Donc, j'avais prévu un plan quand même, parce qu'on est prof, des plans. Je pensais repartir sur la définition de l'agriculture urbaine, un peu diversité typologie, mais du coup, je me dis que tout le monde connaît l'agriculture urbaine, on va zapper ça. Et après, j'avais prévu de présenter 3 cas, un peu, alors avec moins de chiffres que Eric, parce que je ne les ai pas, enfin, ils sont quelque part dans un ordinateur. Et donc, on va voir la cité maraîchère d'Univerdi, donc les Niayes et Alain Deng, on va partir au Sénégal, tant qu'à faire, à la fin. On va partir en voyage. Bon, du coup, je vous dépasse les définitions. Je suis très fière de cette photo que j'ai prise l'année dernière des auteurs Moustier et Mbaye, de la définition d'agriculture de 1999, quand même. On a réussi à réunir les deux auteurs, à prendre une photo. Bon, voilà, donc il faut qu'on ait faim. Nickel, on passe. Bon, moi, j'ai mes définitions, moi, j'utilise donc celle de la FAO, qui est à peu près celle de Bailly-Moustier. Et puis, la mienne, c'est le carreau, que j'utilise pas mal parce qu'elle est pratiquée et vécue par les agriculteurs et les habitants. J'aime bien ce terme-là. Bon, bah, c'est pareil, du coup, on va peut-être passer les photos aussi, on s'impose un peu. Amérique du Sud, ou alors on fait un quiz. Amérique du Sud, en haut à gauche, Sky Green en Asie, une magnifique ferme verticale en 2016. À droite, on a la décharge de Montbebus au Sénégal, voilà, périmètre maraîcher qui reste. Là, on va au sud de Paris, Nanterre, Lindamène, pâturage au milieu de l'université. ECF à Berlin, bon, pour moi, une des seules fermes d'aquaponie que je connaisse qui marche. Alors, depuis 2016, ils sont. Et les jardins familiaux en Grande-Bretagne, histoire de se faire des trucs un peu marrants. Voilà, bon, du coup, bah, la fois, tu l'as vu là-haut, hein, on l'a repéré. On a quoi d'Acroparitech avant qu'on déménage? Il était beau, notre toit. Là, on a la petite ceinture. Qu'est-ce qui était la ferme du rail? Voilà, donc on est à pas loin, mais voilà, bon, c'était encore Kinemen qui se balade. Le Café Botanico, si jamais vous allez à Berlin, allez voir ce restaurant. Ils ont 1000 mètres carrés de permaculture juste derrière. Ils font 200 espèces, plein d'espèces sauvages, et ils mangent ce qu'ils produisent. C'est ça, génial, j'adore. Et puis, Ville Fertile, c'est une association qui produit à côté. Typologie, je vais peut-être vous les passer aussi. Disons que différents types d'agriculture urbaine, du coup, vous connaissez. Vous pouvez peut-être vous positionner les uns par rapport aux autres. On a Est-ce qu'on a un foin intensif qu'on a vu? Jardin partagé, des fermes urbaines. Des trucs un peu marrants du genre du hyper high-tech, de l'aéroponie, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en banlieue de Paris, par contre, c'est dans le 78. Power Farm. Ils font des plantes médicinales et cosmétiques. Et des fleurs sur l'hôpital Robert Debré. Voilà. Faire un peu de changer un peu. On parle beaucoup de micro-maraîchage. Mais voilà. Après, je vais revenir sur du maraîchage. Mais bon, ça, c'est notre typologie, du low-tech au high-tech. On avait une ferme Big qui a du coup, malheureusement, qui a fermé. Elle est pas en train, elle est en cessation. Hein. Acheté par Veolia. Ouais. Disons que celle-là, en tout cas, elle n'a pas marché. Enfin, ça aurait pu marcher, mais quand ça arrive à fin. Mais je l'ai entendu. À Bruxelles, ouais. Celle sur la Big, là. Ah, d'accord, on va dire comme ça. OK. Et puis, donc, en bas, c'est un phylotron expérimental. C'est pour tout contrôler. Alors, du coup, je vais partir sur mes exemples. Donc, la cité maraîchère. Alors, je vais faire une petite levée de main. Qui connaît la cité maraîchère à Romainville? Ah, quand même, il y a la cyber. Donc, voilà. Donc, moi, je viens de Romainville. Voilà, j'habite en 93. Et donc, du coup, j'habite à 10 minutes de la cité maraîchère. Donc, un projet de longue haleine avec beaucoup d'imprévus. On va parler, tu as été d'enquêter, tu sais, ceux qui ont été voir peut-être ça. Donc 2012, premières idées, premier stage, on dit qu'on voudrait faire une ferme maraîchère, passer maraîcher de la ville, un peu comme ici. La mère voulait absolument faire sa ferme maraîchère, rappeler le passé, produire pour nourrir les habitants, vendre les tomates au prix du marché, on est dans 93, autant vous dire que le prix des tomates au kilo, c'est quand même... donc pour faire c'est ce qu'on disait, vendre des tomates au prix du marché, c'était pas tout à fait bon. Alors, on a essayé de proposer de produire en hydroponie, on a dit qu'on était vendu au grand capital. Donc voilà, donc bon, premier stage, un truc intéressant. Appel à projet 2015, il fallait donc un site, un bâtiment maraîcher qui n'utilise, qui n'ait pas de lumière, qui n'ait pas de chauffage
Combien ça? Avec 1000 mètres carrés de production et qui puisse être en fait juste la ville qui voulait construire le bâtiment et ensuite louer le bâtiment à un agriculteur qui s'installerait et qui en vivrait. Vous voyez venir le problème déjà, tout ça, je sens. Donc, quatre dossiers sont reçus, un jury d'experts dont je faisais partie. Et donc, nous avons donné notre avis technique, n'est-ce pas? Après, j'ai découvert que quand les jurys sont faits par les municipalités, ce n'est pas forcément l'avis technique qui est le plus important. Il y en avait des qui avaient, je suis sûre que ça aurait bien marché. Bon, mais celle-là était plus jolie. Voilà, donc ça a été choisi. Très bien. Donc, choix de Lorient en 2016 et recherche de financement, parce que malgré tout, à l'époque, a priori, ça devait coûter 4 millions d'euros. Il fallait savoir. Et la maire avait dit non, ça ne viendra pas de la poche des habitants. Ouais. Donc, moi, j'en plus, j'étais en habitant là-bas, autant vous dire que j'ai été quand même intéressée par ce qui se passe. Donc, 2017, dépôt du permis de construire. La construction était prévue dès 2018, et avec une livraison prévue en 2019. Voilà. Donc, ils commencent à chercher un agriculteur pour exploiter le truc. Bon. Autant vous dire que ça n'a pas marché. Première pierre en 2018, premiers infos prévus. Alors tout d'un coup, ils creusent et se rendent compte qu'il y a des marnes rétractiles, enfin bon, bref, voilà, des argiles rétractiles, et que donc les fondations prévues ne marcheront pas. Ça, c'était typiquement le truc qui m'a. Mais je me suis dit, mais qui n'a pas lu la. Tout le monde connaît les cartes de risque technologiques. Voilà. Visiblement, les architectes, par contre, ça leur échappait. Bon, l'électricité, ils ont aussi réussi à rentrer dans une bonne ligne EDF. Ça a foutu 6 mois de retard, le temps de réparer tout le truc, quoi. Alors, en 2020, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'agriculteurs. Et bon, ils disent, bon, ben, on va peut-être passer en régie, on va trouver quelqu'un qui exploitera pour la ville. On va passer en régie municipale, on va avoir des salariés, on va changer complètement de système. Livraison en 2021, et puis à AMI, parce que au rez-de-chaussée, il y a un café-cantine qui est de l'économie sociale et solidaire, donc qui a été choisi assez rapidement. Coût final du bâtiment, 9 millions d'euros. Voilà, 7 millions sans les équipements, voilà, donc 9 millions d'euros. Ils avaient réussi à trouver 4,8 millions de financement. Alors, ma recherche actuellement, c'est de savoir qui a payé les 4,2 millions qui restent, mais je subodore que ce soit en partie de ma poche en tant qu'habitante de la ville. Je vais fouiller les budgets pour vérifier. Voilà, à quoi ça ressemble au début. Donc, 2020, la construction. Vous voyez, donc c'est un bâtiment, en fait, il y a une serre de 6 étages et une serre de 3 étages. Donc là, je ferai une petite. À votre avis, quel est le principal problème de ce bâtiment? C'est chaud, la logistique. Alors, il y a des non-charges. Bon, toi, tu connais la réponse, c'est la triche. Tu triches complètement. Bon, il est bien. Oui, je ne vous ai pas dit, on est dans un QPV, donc un quartier politique de la ville. Et c'est dans le cadre, on a détruit un des immeubles pour construire ça à la place. Voilà, c'est dans le truc de l'ANRU, c'est les renouvellements urbains. Voilà, donc on a le toit, là, qui est très joli, un petit jardin à l'extérieur pédagogique. Et alors là, on ne voit pas très bien, mais effectivement, j'ai fait des photos, en fait, là, parce que je n'ai jamais vu des plantes chercher autant la lumière. Mais elles filent sur 10-15 cm. Ils ont tout essayé, toutes les espèces. Tous les plantes qui pouvaient essayer de pousser un peu à l'ombre, rien à faire. Disons que les 2 premiers étages, alors il y a une matière pédagogique, mais les premiers étages on ne peut pas utiliser pour la production, clairement. Et même entre le dernier étage et l'étage en dessous, il y a une perte de 10%. On diminue par 10 en fait l'ensoleillement. Donc en gros, les derniers étages, ça marche parfait. L'étage en dessous, on y arrive encore. Puis dès qu'on descend, c'est une catastrophe. Donc, dès 2022, changement de mairie, autorisation d'aller mettre un peu de lumière. Donc, les premiers tests pour essayer de mettre des LED, en fait, mais coller les LED à 20 cm du bac, en fait. Ah oui, autre chose que je ne vous ai pas dit, donc il y avait des bacs au démarrage. Ce qui était prévu, c'est qu'il y aurait, donc, sur les côtés, près des fenêtres, il y avait 2 étages de bac. Enfin, il y avait un étage de bac devant la fenêtre, et ensuite, une petite travée et 2 bacs superposés. Alors déjà, pour les cueillir, il fallait s'accrocher. Mais de toute façon, le bac du dessus fait de l'ombre. Donc, il a fallu en fait enlever tous ces bacs. Ce sont des bacs en métal, 1 mètre carré chacun. Voilà. Non, mais c'était. Et puis, donc, il y avait des stores aussi sur le côté. Sur chaque étage, il y a un store pour pouvoir baisser au cas où il y aurait trop de lumière. Donc, le store fait de l'ombre aux productions, mais ça coûte trop cher d'enlever les stores. Du coup, on fait avec. Voilà. Bon, malgré tout, ça ouvre, ça produit. Il y a une vente tous les mercredis. Et puis, donc, il y a eu le lancement, en fait. Par contre, là, c'est intéressant, donc il y a eu des changements de production. Ils ont enlevé la moitié des bacs.
qui sont maintenant mis en extérieur, dans des écoles ou autre chose. Et surtout, en fait, avec ces bacs, en plus, ils se sont dit, mais il y a des friches dans la ville, qui appartiennent à la ville. Et donc, c'est typiquement cette zone-là, qui est là, en fait, qui était vraiment enfin, c'était un ancien espace des espaces verts, qui était bétonné complètement. Donc, le principe, ça a été de casser sur place, de laisser sur place, en fait, toute la partie, le bitume, de rien exporter, et de produire. Donc, on a ouvert en 2023 le jardin qui s'appelle Casse-Dalle, voilà, où il y a, pareil, du coup, 400 mètres carrés, enfin, toujours en bac en métal, les bacs en métal ont été déplacés. Donc, je vous laisse imaginer d'enlever le substrat, déplacer les bacs, remettre le substrat. Une partie en jardin partagé. Il y a jardinage tous les vendredis, en fait, sur place avec les habitants. Et puis, donc, il y a la production qui est vendue au marché tous les mercredis. Le truc intéressant, on parlait de vente, hein, c'est-à-dire que, par contre, le choix qui a été fait, c'est d'avoir un tarif adapté au quotient familial. En gros, moi, je paye plein pot, je paye l'équivalent d'un prix bio. Et les gens les moins riches, ils payent 25% de ce prix-là. Ce qui permet d'avoir un accès effectivement différencié. Et autant vous dire qu'il y a la queue toutes les semaines, hein. Bon, il y a une quarantaine de personnes qui viennent chaque semaine. Mais c'est un peu la guerre pour avoir des fruits et légumes. Il y a une champignonnière au sous-sol, hein, qui permet de produire. Et donc, en fait, tout ça, quand même, beaucoup, il y a eu énormément d'actions. Vous voyez toujours des gens sur les photos. C'est parce que, par contre, le choix qui a été fait, c'est de toujours associer tous les habitants à toutes les décisions et tous les aménagements. Et le truc qui est intéressant, donc en 2024, voilà, donc là, on a maintenant installé aux 2 étages de la lumière. Vous avez les petites pleurotes. Au premier étage, qui était donc improductif, a été installée une société qui fait des pestos d'herbes, qui a des accords avec des jardiniers agréés qui lui envoient des l'ortie, des trucs comme ça, enfin, des trucs qui sont séchés chez eux, avec du matériel qui a été organisé, et il y a de la vente de produits tout près. Et par contre, ce qui est intéressant en fait sur cette cité maraîchère, c'est qu'elle a été quand même le point finalement de base de la réflexion. Alors, il y a plein de bugs, franchement, ce bâtiment. Bon, voilà, hein, moins on en dit, mieux on en parle. Mais par contre, en fait, ça a été le point de départ d'une réflexion sur la stratégie municipale autour de l'agriculture urbaine et de l'alimentation. Donc, il y a eu, du coup, le jardin Casse-Dalle qui a été ouvert, hein. De plus, ils ont repris en régie les jardins familiaux sur 1,7 hectare. Ils ont réfléchi à un autre aménagement d'un autre QPV qui est à 10 minutes à pied de l'autre. Quand même, dans 93, il y a des QPV, il y en a pas mal. Où ils ont aménagé au sol. Alors, au démarrage, ils voulaient faire ça sur les toits, mais les toits étaient tout petits, ils étaient tous séparés, des étages différents. Donc, au niveau logistique, c'était juste invivable. Cette fois, ils nous ont écoutés quand on leur a dit que ça ne marcherait pas. Et ils ont essayé de faire au sol. Donc, il y a une partie verger, une partie jardin partagé, une partie production et une cuisine collective qui a été installée. Donc là, on arrive vraiment dans une stratégie d'alimentation plus locale. Et puis, donc, ils ont décidé d'ouvrir, parce qu'en fait, la ville est sur 2 niveaux, le plateau et la vallée. Et donc, la vallée est encore plus abandonnée, on va dire, que le reste, hein, parce que c'est loin du centre-ville. Et donc, il y a une autre ouverture à 600 mètres carrés qui va se faire là, qui a commencé la fin d'année, avec du coup une partie fin pédagogique, buvette, et lien avec la partie alimentation. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que par contre, le site de la serre, c'est aussi le lieu de l'éducation de la ville. C'est-à-dire que tous les enfants passent par là. Soit les enfants y vont, soit les salariés de la cité maraîchère vont dans les classes. Et donc, il y a des formations pour les maternelles, les primaires, les collèges et jusqu'au lycée, en fait, puisqu'il y a les analyses, c'est un lycée d'analyse de labo. Donc, ils font aussi des analyses avec ça. Plus d'activités tous les samedis avec les habitants. Donc en fait, c'est devenu en fait c'est vraiment devenu un équipement municipal, mais qui remplit son rôle d'éducation à l'environnement et à l'alimentation. Et c'est devenu le point de départ d'une stratégie finalement vraiment, ouais, c'est ça, vraiment une stratégie alimentaire de la ville, de se dire comment est-ce qu'on donne accès aux gens. Enfin, et donc du coup, ils ont réfléchi sur les jardins familiaux, ils ont rediminué la taille des parcelles pour qu'il y ait plus de gens qui y aient accès et que les gens arrivent à l'entretenir, parce que souvent les gens, enfin, soit ils sont vraiment motivés et ils prennent 300 mètres carrés, soit ils n'y arrivent pas. Et ben voilà, on va finir comme ça, 38 emplois, 22 salariés, c'est pas mal. Et vous avez des trucs par rapport à ce qui était prévu. Du coup, Veniverdi, tout le monde connaît Veniverdi, association de production. Hop, je vous mets des photos, ils sont dans des collèges, des lycées, ils en ont 9 maintenant, 1 hectare à Sevran bientôt, sur lequel ils se posent beaucoup de questions. C'est une association que j'aime beaucoup, en fait. Je trouve que c'est une association de pédagogie, en fait, énormément. Production, je leur ai déjà dit aussi, moi, je trouve qu'ils ne vendent pas assez cher. C'est comme ça. Ils produisent sur toit, ils produisent au sol, ils produisent partout où ils peuvent.
Et du coup, le Sénégal, je vais finir avec des photos. Comme ça, vous voyez bien les photos à quoi ça ressemble le Sénégal. C'était hyper sympa. Micro-maraîchage, petite parcelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ne vendent pas directement, ils vendent via des revendeurs, ça s'appelle les Banabana, qui sont des femmes. Et donc, les femmes maraîchères, elles sont 35 sur 185. Ils sont tous organisés en GIE. Et ils essaient de se défendre et de récupérer particulièrement l'accès à l'eau. Voilà. Vous pouvez avoir pas des questions de pollution, de la cimenterie qui est à côté et de la pression d'urbanisation, vraiment la difficulté d'accès foncier. Et voilà, donc juste les défis de l'agriculture urbaine, en disparition des parcelles, sur urbanisation, pollution. Voilà, terre héritée des conflits en fait sur les documents, en fait, il n'y a pas de documents. Leur problème, eux, c'est la gestion de l'eau. Paiement mensuel, si on ne paye pas un mois, on perd l'eau, et après, il faut payer l'installation hyper chère, avec des quotas de 20 mètres cubes par jour, par année, par hectare. Voilà, donc ils ont des tas de projets d'organisation, ils sont montés du coup en GIE pour essayer de se défendre un peu. Et ils espèrent beaucoup du nouveau gouvernement, qui a priori est un peu plus protecteur de l'agriculture. Voilà. Voilà, les enjeux communs, sécurisation du foncier, gestion de l'eau, mesurer les services écosystémiques. Beaucoup nous ont dit quand même que c'était intéressant. On nous demandait à la recherche de mesurer les services écosystémiques pour les pouvoir être payés pour ce qu'ils font en fait en dehors de la production, pour pouvoir avoir un paiement de tout ça. Voilà. Au nord, on dépend beaucoup des subventions d'activités hautes que productives. Au sud, on est très fortement sur la production. Et les vrais problèmes, c'est des accès aux intrants, des accès à la formation au conseil technique. Donc là, ça répond complètement à l'histoire de la formation de maraîchage. Et eux, la différence, c'est qu'il y a quand même pas mal d'élevage qu'on ne retrouve plus chez nous. Voilà.